La salle de séjour a commencé à tourner. C'était subtil au début, juste un léger vertige qu'Alain attribuait à la fatigue. Après tout, il avait passé toute la journée à ranger des papiers sans même prendre le temps de déjeuner correctement. Mais ensuite, la sensation s'est aggravée. Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur lui. L'air est devenu lourd, difficile à respirer. Son cœur s'est emballé d'une façon qui l'a effrayé. « Alain, vous allez bien ?» Il a entendu la voix de Margot, sa voisine du dessous, comme si elle venait de très loin. Il a essayé de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Sa vision a commencé à s'obscurcir sur les bords, comme s'il regardait à travers un tunnel qui devenait de plus en plus étroit. Il s'est accroché à la table, mais ses jambes étaient trop faibles. « Il faut que je prenne l'air », a-t-il réussi à murmurer. Il n'a pas attendu de réponse. Il a attrapé son manteau avec des mains tremblantes et a titubé vers la porte. Margot s'est levée, inquiète, mais il n'arrivait pas à saisir ses paroles. Il savait seulement qu'il devait sortir de là, qu'il avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi qui le ferait respirer normalement à nouveau. Le couloir semblait interminable. Chaque pas était un effort monumental. Finalement, il a atteint la porte de sortie de l'immeuble et l'air frais de l'après-midi parisien l'a frappé comme une vague. Mais, au lieu de se sentir mieux, ses jambes ont simplement cédé. Il y avait un banc dans le petit jardin en face de l'immeuble. C'est là que son corps s'est dirigé, plus par instinct que par choix. Il s'est effondré sur le banc, en fonte, son manteau tombant à côté de lui. Le monde continuait à tourner. Son cœur battait de façon irrégulière et une sueur froide coulait sur son front. « Pas maintenant », a-t-il murmuré pour lui-même. « S'il vous plaît, pas maintenant ». Il a fermé les yeux en essayant de se concentrer sur sa respiration. Dedans, dehors, dedans, dehors, comme il l'avait appris dans ses séances de relaxation qu'il avait suivies il y a des années, quand l'anxiété avait commencé à envahir sa vie. Mais ça ne fonctionnait pas. La sensation d'oppression dans sa poitrine ne faisait qu'augmenter, et puis l'obscurité l'a englouti. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Ça a pu être des secondes, des minutes, peut-être plus. Quand Alain a commencé à reprendre conscience, c'était progressivement, comme émerger d'eau profonde. D'abord des sons lointains, des voitures qui passent, des oiseaux, des voix, puis des sensations. Le banc dur sous lui, le vent sur son visage, et quelque chose touchant son poignet. Ses yeux se sont ouverts brusquement, encore troubles, essayant de faire le point. Il y avait quelqu'un penché sur lui, une femme âgée, cheveux gris attachés en chignon, vêtements élégants mais simples. Et elle était en train de toucher son alliance. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix est sortie rauque, effrayée. Il a essayé de retirer son bras, mais il était encore faible. « Ma femme m'a donné ça. Partez. Laissez-moi tranquille. » Panique. C'était de la panique pure qu'il ressentait. Cette alliance, un anneau d'or avec une inscription à l'intérieur, était l'une des dernières choses que Sylvie lui avait données. Sa femme, sa défunte épouse. Porter cette alliance, c'était comme la garder près de lui, même 4 ans après son départ. La femme n'a pas reculé. Au contraire, ses yeux, incroyablement doux pour quelqu'un qui l'accusait de vol, l'ont fixé avec une intensité troublante. « Calmez-vous, monsieur. » Sa voix était douce, posée. « Je n'essaie pas de vous voler. J'essaie de vous aider. » « M'aider ?» En essayant de retirer mon alliance. Il a réussi à s'asseoir, bien que sa tête soit encore étourdie. « Ne me touchez pas. » Elle a finalement lâché son poignet, mais ne s'est pas éloignée. Elle est restée là, accroupie devant lui, avec cette expression qui était un mélange étrange d'inquiétude et de connaissance, comme si elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. « C'est pour ça que vous vous sentez si mal, » a-t-elle dit doucement, en montrant l'alliance. « Regardez, de quoi parlez-vous » Sa voix est sortie plus forte qu'il ne le voulait. Quelques personnes qui passaient sur le trottoir ont regardé dans leur direction. « Regardez » a-t-elle répété cette fois avec plus de fermeté, et puis elle a pris son poignet à nouveau, avec précaution, respectueusement, et l'a tourné de façon à ce qu'il puisse voir l'intérieur. Là où l'alliance était en contact direct avec sa peau,
Il y avait une rougeur, une irritation qu'il n'avait pas remarquée auparavant parce qu'il n'enlevait jamais l'alliance. Jamais. Ce n'est qu'une irritation de la peau, a-t-il commencé. Mais sa voix a failli. N'est-ce pas, a-t-elle dit. Regardez le métal. Voyez comme il est terni. Alain a regardé de plus près. Elle avait raison. Le métal doré de l'alliance, qui avait toujours été brillant, avait une coloration verdâtre par endroits. Et la peau en dessous. Vous faites une réaction allergique, a expliqué la femme. Probablement pas à l'or, mais à un autre métal mélangé dedans. Du nickel peut-être. Ça arrive plus souvent que les gens ne l'imaginent. Et quand la réaction est chronique, quand vous portez le bijou tous les jours sans jamais l'enlever, le corps commence à réagir d'autres façons. Vertige, a-t-il murmuré, commençant à comprendre. Difficulté respiratoire. Exactement. Le corps est dans un état constant de réponse inflammatoire. C'est subtil. Vous ne le remarquez pas au quotidien, mais ça s'accumule. Et puis dans des moments de stress ou de fatigue, tout remonte à la surface d'un coup. Alain a regardé cette femme étrange, essayant d'assimiler ce qu'elle disait. Comment savait-elle cela? Pourquoi s'en souciait-elle? Qui êtes-vous? A-t-il finalement demandé. Un sourire triste a traversé son visage. Quelqu'un qui a déjà perdu des êtres chers et qui a appris que parfois la façon dont nous essayons de les garder près de nous peut nous faire plus de mal que de bien. Ces paroles l'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il a regardé l'alliance, ce symbole de l'amour de Sylvie, ce morceau de métal qu'il jurait de ne jamais enlever, parce que l'enlever serait comme la perdre à nouveau. « Je ne peux pas », a-t-il murmuré. « Je ne peux pas l'enlever, c'est tout ce qui me reste d'elle. » La femme s'est assise à côté de lui sur le banc, les yeux fixés sur l'horizon. « Ce n'est pas l'alliance qui garde sa mémoire vivante, » a-t-elle dit doucement. Ce sont les souvenirs dans votre cœur, les leçons qu'elle a laissées, l'amour que vous avez partagé. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Que vous portiez ou non un morceau de métal au doigt. Des larmes ont commencé à couler sur le visage d'Alain. Pas seulement pour l'alliance, mais pour tout ce qu'elle représentait. Pour Sylvie, pour tout ce qu'il avait perdu quand elle est partie, pour comment sa vie s'est effondrée après, pour comment ses enfants se sont éloignés, pour comment il était devenu l'ombre de l'homme qu'il était. « Je m'appelle Alain », a-t-il finalement dit, la voix étranglée. « Et vous avez raison, je ne me sentais pas bien depuis des semaines, des mois en fait. Mais je pensais que c'était juste la vie, la fatigue, l'âge. » L'âge n'est pas une excuse pour se sentir mal tout le temps, a-t-elle répondu. Je m'appelle Madeleine, et je sais de quoi je parle. J'ai eu 68 ans aussi. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'âge. Elle a souri, et il y avait quelque chose de réconfortant dans ce sourire. Enlevez l'alliance, a-t-elle dit gentiment, juste pour aujourd'hui. Voyez comment vous vous sentez. Si vous voulez la remettre demain, vous pouvez le faire. Mais donnez à votre corps une chance de respirer. Alain a regardé son doigt, cet anneau qui était devenu une partie de lui, qu'il touchait inconsciemment des dizaines de fois par jour, comme un talisman, comme si tant qu'il l'avait, Sylvie était encore avec lui d'une certaine façon. Mais Madeleine avait raison, Sylvie n'était pas dans cette alliance. Sylvie était dans les rires qu'ils avaient partagés, dans les larmes qu'ils avaient versées ensemble, dans les enfants qu'ils avaient élevés, dans les rêves qu'ils avaient rêvés. Et rien de tout cela ne dépendait du port d'un morceau de métal au doigt. Avec des mains tremblantes, il a porté ses doigts à l'alliance. Elle a résisté. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas coordonner ses mouvements. 4 ans. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas enlevé cette alliance. 4 ans depuis que Sylvie avait fermé les yeux pour la dernière fois, sa main tenant la sienne, alors qu'elle murmurait qu'elle l'aimait et que tout irait bien. Mais tout n'était pas allé bien. « Laissez-moi vous aider », a offert Madeleine, tendant les mains. Il a hésité. Permettre à une étrangère d'enlever cette alliance semblait une trahison. Mais son corps était trop fatigué pour lutter. Il a hoché la tête légèrement et elle, avec des doigts étonnamment habiles pour quelqu'un de son âge, a retiré l'alliance délicatement. Quand le métal a quitté son doigt, c'était comme si un poids invisible avait été enlevé
non seulement de son doigt, mais de tout son corps. Il a respiré profondément et l'air est entré plus facilement dans ses poumons. Le vertige a commencé à diminuer. « Vous sentez la différence ?» a demandé Madeleine, observant son visage attentivement. Il a hoché la tête, incapable de parler. Il a regardé l'alliance maintenant dans ses mains. Elle semblait si petite, si insignifiante. Comment quelque chose d'aussi petit avait-il exercé tant de pouvoir sur lui? « Gardez-la dans votre poche, a-t-elle suggéré. Elle est toujours à vous, vous ne l'avez pas perdue. Vous donnez juste un peu de temps à votre corps pour récupérer. » Alain a fait comme elle a dit, plaçant l'alliance soigneusement dans la poche intérieure de son manteau. Son doigt se sentait étrange, nu, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. « Depuis combien de temps ?» a demandé doucement Madeleine. « 4 ans. 4 ans depuis qu'elle est partie. Et vos enfants? Ils vous ont aidé pendant ce temps ?» La question l'a pris au dépourvu. Comment savait-elle qu'il avait des enfants? Ça devait être visible sur son visage, cette marque que les parents portent. Un mélange de fierté et de douleur qui ne disparaît jamais complètement. « J'ai 2 enfants, a-t-il répondu, sa voix sortant plus amère qu'il ne le voulait. Étienne et Camille. Et non, ils ne m'ont pas beaucoup aidé. Ils étaient occupés avec leur propre vie. Madeleine n'a rien dit, elle a juste attendu. Et quelque chose dans ce silence patient l'a fait continuer à parler, comme si les mots avaient été enfermés si longtemps que maintenant, avec une ouverture minimale, ils jaillissaient sans contrôle. Étienne habite à Lyon. Il est avocat, très réussi, marié à Isabelle, une femme qui ne m'a jamais supporté. Ils ont 2 enfants qui me connaissent à peine. Étienne m'appelle 1 fois par mois, peut-être. Des conversations de 5 minutes. « Allô, papa ? Ça va ? Très bien. Je dois y aller. » Toujours au milieu de quelque chose. Il s'est arrêté pour respirer, sentant la familière pointe de douleur dans la poitrine, pas physique cette fois, mais émotionnelle. Et Camille habite ici, à Paris, ou habitait. Maintenant, elle est dans une nouvelle relation et vit pratiquement chez sa copine. Elle passe chez moi quand elle a besoin de quelque chose, de l'argent emprunté, de l'aide avec des factures, quelqu'un pour écouter ses problèmes. Mais quand c'est moi qui ai besoin, quand c'est moi qui me sens seul, elle est toujours occupée. « Toujours occupée », a répété doucement Madeleine. Des mots familiers, n'est-ce pas? Alain l'a regardé, confus. « Vous avez dit qu'Étienne est toujours au milieu de quelque chose, que Camille est toujours occupée. Mais dites-moi, Alain, quand ils étaient enfants, quand ils avaient besoin de vous, étiez-vous toujours disponible? » Bien sûr que oui. La réponse est sortie automatique, défensive. J'étais père, c'était mon devoir d'être là pour eux. Et maintenant qu'ils sont adultes, qu'ils ont aussi des responsabilités, des engagements, leur propre vie à construire, vous attendez la même chose d'eux? Il est resté silencieux. La question était simple mais portait un poids qu'il ne voulait pas examiner de trop près. « Ce n'est pas la même chose, » a-t-il finalement murmuré. « Ce sont mes enfants. Je les ai élevés, j'ai tout sacrifié pour eux. Sylvie et moi avons travaillé comme des fous pour leur donner tout ce que nous n'avions jamais eu. Éducation, opportunité, confort. Et maintenant que c'est moi qui ai besoin, ils ont simplement disparu. » Madeleine a hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait voir à travers lui, à travers les mots, jusqu'aux vérités qu'il ne voulait pas admettre, même à lui-même. « Parlez-moi de quand Sylvie est morte, » a-t-elle dit. « Comment ont-ils réagi ?» Le souvenir est venu comme une vague, l'hôpital, cette odeur de désinfectant et de mort, les appareils qui bipaient de plus en plus lentement jusqu'à finalement s'arrêter. Étienne était arrivé le lendemain. Il avait dû prendre un train, avait-il expliqué. Il n'avait pas pu venir avant. Camille était là, mais au téléphone la moitié du temps, organisant les funérailles, s'occupant de la paperasse, toujours en mouvement, ne s'arrêtant jamais pour vraiment ressentir. « Ils sont venus aux funérailles », a-t-il finalement dit. « Étienne est resté 3 jours. Camille m'a aidé avec les arrangements, avec toute la bureaucratie. Et puis la vie a continué. Pour eux, du moins. Et pour vous. Pour moi, la vie s'est arrêtée. Les mots sont sortis dans un murmure. Tout ce que j'étais, tout ce qui avait du sens, était lié à Sylvie.
Nous étions mariés depuis 42 ans. Elle était ma meilleure amie, ma compagne, mon tout. Et soudain, elle n'était plus là. Et je ne savais pas qui j'étais sans elle. Et vos enfants ont-ils remarqué cela? Je ne sais pas. Peut-être. Mais ils géraient leur propre douleur. Je suppose. Ils ont perdu leur mère aussi. Mais vous n'avez jamais parlé avec eux de ce que vous ressentiez, n'est-ce pas? Alain a regardé Madeleine, gêné par la précision de ses questions. Comment savait-elle? Non, a-t-il admis. Je ne voulais pas être un fardeau. Ils avaient leur propre vie, leurs propres problèmes. Étienne était au milieu d'une affaire importante au travail. Camille était en train de terminer une relation difficile. Je ne voulais pas ajouter ma douleur à la leur. Alors vous avez souffert en silence. J'ai souffert en silence, a-t-il répété, les mots sonnant creux. Et eux, ne connaissant pas la profondeur de votre douleur, ont continué. Et vous avez interprété cela comme un abandon. Ils voulaient contester, dire qu'elle avait tort, que ce n'était pas si simple. Mais elle avait touché quelque chose de vrai, quelque chose qu'ils ne voulaient pas reconnaître. Je les ai élevés pour être indépendants, a-t-il finalement dit. Sylvie et moi avons toujours dit que nous ne voulions pas d'enfants qui dépendraient de nous pour toujours. Nous voulions qu'ils soient forts, capables, qu'ils puissent vivre leur propre vie. Et nous avons réussi. Ils sont exactement ça, indépendants, forts. Et je devrais être fier, mais vous ne l'êtes pas. Non, a-t-il admis, la voix se brisant. Parce qu'avec l'indépendance est venue la distance. Parce qu'être fort pour eux signifie n'avoir besoin de personne, même pas de leur propre père. Une larme a coulé sur son visage, puis une autre. Madeleine est restée silencieuse. Sa présence un réconfort étrange et inattendu. Sylvie avait l'habitude d'être le pont, a-t-il continué, les mots coulant maintenant sans filtre. Quand il y avait de la tension entre moi et les enfants, elle intervenait. Elle savait comment parler à Étienne, comment calmer Camille. J'ai toujours été plus rigide, plus exigeant. Sylvie était la mère cool. J'étais le père qui exigeait, qui critiquait, qui n'était jamais complètement satisfait. Et quand elle est partie, le pont a disparu et je ne savais pas comment les atteindre seul. Chaque fois que j'essayais, les mots sortaient mal. Chaque conversation se terminait dans un silence inconfortable ou en dispute. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Et eux aussi. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de regrets et de vérités douloureuses. « Vous savez ce qui est drôle ?» a-t-il finalement dit, essuyant les larmes avec le dos de sa main. « Quand ils étaient petits, je priais pour qu'ils grandissent vite, pour que les choses deviennent plus faciles. Les nuits sans sommeil, les caprices, les défis constants. Je pensais, quand ils seront adultes, nous pourrons avoir de vraies conversations, nous serons amis. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Ils grandissent et s'éloignent, et vous restez seul à vous demander où vous vous êtes trompé. Vous ne vous êtes pas trompé, a dit doucement Madeleine. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste avec les connaissances et les outils que vous aviez à l'époque. Tous les parents font ça. Et tous les enfants, éventuellement, doivent décider comment gérer l'éducation qu'ils ont reçue. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent. Mais ce n'est pas votre faute. Mais on a l'impression que ça l'est, a-t-il murmuré. On a l'impression que si j'avais été différent, meilleur, plus affectueux, moins critique, il serait encore là. Et peut-être, a-t-elle dit, sa voix portant une sagesse qui semblait venir de décennies d'expérience, la première étape pour renouer avec eux est d'enlever l'alliance, littéralement et métaphoriquement. Alain l'a regardé, confus. L'alliance représente Sylvie, mais elle représente aussi le passé. Elle représente l'homme que vous étiez quand elle était vivante. Et tant que vous vous accrochez à cette version de vous-même, vous ne pouvez pas découvrir qui vous êtes maintenant. Et vos enfants ne peuvent pas connaître qui vous êtes maintenant. Ils ne voient que le veuf, le père en deuil, l'homme coincé dans le passé. Peut-être qu'il est temps de les laisser voir Alain. Juste Alain. Pas le mari de Sylvie. Pas le père parfait que vous pensez que vous auriez dû être. Juste vous. Ces paroles ont résonné en lui d'une façon qu'il n'attendait pas.
Elle avait raison. Depuis 4 ans, depuis que Sylvie était morte, il avait cessé d'exister comme personne à part entière. Il n'était qu'une ombre, un souvenir vivant de quelque chose qui n'existait plus. « Je ne sais pas si je sais qui je suis sans elle », a-t-il admis doucement. Alors, peut-être qu'il est temps de le découvrir. Madeleine est restée avec Alain sur le banc quelques minutes de plus, jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il était assez stable pour rentrer chez lui. Quand elle s'est levée pour partir, il a retenu son bras. « Merci », a-t-il simplement dit, « d'avoir arrêté, de m'avoir aidé. La plupart des gens seraient simplement passés tout droit. » Elle a souri, ce sourire doux et triste à la fois. Tout le monde a besoin d'aide, parfois, Alain. Et parfois, l'aide vient des endroits les plus inattendus. Il l'a regardé s'éloigner sur le trottoir, le dos légèrement courbé, mais c'est pas ferme. Elle a tourné au coin de la rue et a disparu. Et pendant un moment, il s'est demandé si cette rencontre avait été réelle, ou s'il avait tout imaginé dans son vertige. Mais son doigt nu lui rappelait que c'était réel, et la sensation de pouvoir respirer plus facilement aussi. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Les Conseils de Papy, et de me dire en commentaire d'où vous nous regardez. Votre soutien compte énormément pour moi. Alain est rentré chez lui lentement, toujours en train de digérer la rencontre avec Madeleine. L'appartement dans le Marais l'accueillait avec son silence habituel. 4 ans. 4 ans de silence. Il a laissé son manteau sur le porte-manteau de l'entrée, touchant la poche où l'alliance reposait. Son doigt se sentait étrange, nu, exposé. Chaque fois qu'il regardait en bas et voyait l'absence du métal doré, une pointe d'anxiété le frappait. Il est allé à la cuisine préparer du thé. La bouilloire était la même que Sylvie utilisait tous les matins. Il avait tout gardé exactement comme elle l'avait laissé. Ses tasses préférées sur l'étagère du haut, ses sachets de thé à la menthe qu'elle adorait, le petit vase avec des fleurs séchées qu'elle insistait à garder sur la fenêtre. Un sanctuaire, a-t-il réalisé soudainement. Il avait transformé tout l'appartement en sanctuaire. Pendant qu'il attendait que l'eau bouille, son regard est tombé sur une pile de courriers sur la table. Factures, publicité, rien d'important. Mais en dessous de tout, il a vu une enveloppe jaunie qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. Il l'a prise avec curiosité. Pas de timbre, pas d'adresse, juste son nom écrit devant, dans une écriture qui a fait s'arrêter son cœur. L'écriture de Sylvie. Avec des mains tremblantes, il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs pages pliées avec soin. Il a immédiatement reconnu le papier à lettres que Sylvie utilisait, celui avec de petites fleurs bleues sur les bords. « Mon cher Alain, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que tu as finalement trouvé le courage de vraiment voir ce qui t'entoure. Je savais que cela prendrait du temps. Tu es têtu, mon amour, et quand tu as mal, tu te fermes comme une huître. » Alain a dû s'arrêter. Les larmes embuaient déjà sa vision. La voix de Sylvie était là, dans ses mots, aussi claire que si elle était assise en face de lui. « Mais je te connais. Je sais qu'éventuellement, tu reviendras vers les choses qui nous reliaient, la maison, les souvenirs, la vie. J'ai quelque chose à te dire. Premièrement, ne gaspille pas ta vie à pleurer la mienne. 42 ans ensemble, c'était un cadeau magnifique. Mais ton histoire ne s'arrête pas avec moi. Tu as encore tant à vivre, tant à donner. » Alain a essuyé ses yeux et a continué à lire, chaque mot un mélange de douleur et de réconfort. « Deuxièmement, nos enfants auront besoin de toi. Ils feront semblant d'aller bien parce que c'est ce qu'on leur a appris. Mais ils auront besoin de leur père. Ne les laisse pas affronter la douleur seuls. Troisièmement, l'alliance que je t'ai offerte était censée être un cadeau, pas une chaîne. Si elle devient un fardeau, transforme-la en quelque chose de nouveau. Ou range-la. Je ne serai pas vexé. » Alain a touché la poche où l'alliance reposait. Comment le savait-elle? Comment Sylvie avait-elle prévu exactement ce qui se passerait? Quatrièmement, mange correctement. Tu vas essayer de vivre de plats surgelés et de café, je le sais. Mais prends soin de toi. Cuisine. Même si c'est juste pour toi. Surtout si c'est juste pour toi.
Malgré les larmes, il a souri. Sylvie avait toujours su. Cinquièmement, trouve quelqu'un avec qui parler. Un ami, un groupe, un thérapeute. Ne reste pas enfermé dans ta tête. Tu as tendance à te perdre dans tes pensées sombres. Et finalement, s'il te plaît, mon amour, vis. Ris. Danse, même si c'est ridicule. Chante, même si tu chantes faux. Aime nos petits-enfants que je ne connaîtrai jamais. Raconte-leur des histoires sur moi. Garde-moi vivante dans les souvenirs, mais ne vis pas dans le passé. Je t'ai aimé depuis le moment où tu as renversé ce café sur moi à la Sorbonne en 1978. Je t'aimerai où que je sois maintenant. Mais cet amour ne veut pas que tu t'arrêtes de vivre. Il veut que tu continues, que tu prospères, que tu trouves de la joie. Fais-moi honneur en vivant pleinement. Toujours tienne, Sylvie. Post-scriptum. L'alliance que je t'ai offerte n'était pas de l'or pur, comme le vendeur l'avait juré. Elle contient probablement du nickel. Si elle commence à t'irriter la peau, retire-la. Je ne m'en offusquerai pas. Et tu ne devrais pas non plus. Alain a lu la lettre 3 fois, pleurant librement. Sylvie savait. Elle avait toujours su. Même à propos de l'alliance, du nickel, de comment il s'y accrocherait de façon malsaine. Et elle donnait la permission. Permission de vivre, d'aimer à nouveau s'il trouvait quelqu'un, d'être heureux sans culpabilité. Il a plié la lettre soigneusement et l'a placée contre sa poitrine, comme s'il pouvait absorber les mots directement dans son cœur. La bouilloire a sifflé, mais il n'a pas bougé. Il est resté assis dans la cuisine, tenant la lettre, sentant pour la première fois en 4 ans que peut-être, juste peut-être, il pourrait vraiment recommencer à vivre. Pas seulement pour lui, mais pour Sylvie aussi. Parce que c'était ce qu'elle voulait, c'était ce qu'elle avait demandé. Le lendemain, Alain s'est réveillé différent. Pas guéri, pas transformé magiquement, mais différent. La lettre de Sylvie était sur sa table de nuit et il l'a relue avant même de sortir du lit. Vis, ris, danse. Il a pris le téléphone et, avant de pouvoir changer d'avis, a appelé Camille. Elle a répondu à la 3e sonnerie, voix ensommeillée. « Allô, papa? Tout va bien? Il est 7 heures du matin. Désolé de te réveiller, ma chérie. Je voulais entendre ta voix. » Un silence de l'autre côté. Puis, prudente. « Il s'est passé quelque chose? » « Non, ou plutôt, oui. Beaucoup de choses. On peut se parler? En personne? Aujourd'hui? » Un autre silence. Il pouvait presque entendre ses pensées, la confusion, l'inquiétude, peut-être même la peur qu'il soit malade. « Bien sûr, papa. Je peux passer à 15 heures. J'ai une réunion ce matin, mais je peux décaler le reste. 15 heures, c'est parfait. » Merci, Camille. Papa, tu me fais un peu peur. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait. J'ai juste besoin de te parler, vraiment. Quand il a raccroché, son cœur battait vite. Premier pont. Il construisait le premier pont. Il a passé la matinée à nettoyer l'appartement. Pas un nettoyage superficiel, mais un vrai nettoyage. Il a ouvert les fenêtres, laissé l'air frais entrer. Il a enlevé les fleurs séchées de la cuisine et les a jetées. Il a rangé certaines des affaires de Sylvie qui étaient éparpillées comme des reliques intouchables. Il n'effaçait pas Sylvie. Il faisait de la place pour vivre. À 15 heures pile, la sonnette a retenti. Camille était à la porte, cheveux foncés attachés en queue de cheval, yeux verts identiques à ceux de Sylvie, étudiant son visage avec inquiétude. « Entre, ma fille. » Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle. Alain a vu le moment exact où elle a remarqué les changements. L'appartement était différent, plus léger, moins comme un mausolée. « Tu as nettoyé » a-t-elle dit, surprise. « Un peu. Du café, s'il te plaît. » Dans la cuisine, il a préparé du café dans la vieille cafetière que Sylvie adorait. Camille l'observait en silence. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Alain a apporté les tasses et s'est assis à la table avec elle. « Je me suis senti mal hier. Je me suis évanoui sur le banc en face de l'immeuble. »« Quoi ?» Camille s'est levée d'un bond. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu es allé à l'hôpital? » « Calme, calme. Je vais bien. »
C'était à cause de ça. Il a montré sa main gauche, le doigt nu où l'Alliance avait l'habitude d'être. L'Alliance? Camille a regardé, confuse. Tu as enlevé l'Alliance de maman. Je faisais une réaction allergique au métal, du nickel mélangé dans l'or. Pendant 4 ans, mon corps réagissait, mais je ne le remarquais pas. Les vertiges, les difficultés respiratoires, tout était lié à ça. Camille s'est rassise, digérant l'information. Et qui a découvert ça? Une femme qui m'a trouvé. Une inconnue qui s'appelle Madeleine. Il a raconté toute l'histoire. La rencontre, la conversation, les vérités difficiles sur lui-même et sur sa relation avec ses enfants. Et puis, il a sorti la lettre. Et j'ai trouvé ça hier soir. De ta mère. Il lui a tendu la lettre. Camille l'a lue en silence, des larmes coulant sur son visage. Quand elle a fini, elle a regardé son père avec une expression qu'il n'avait pas vue depuis des années. Vulnérabilité pure. « Papa, je ne savais pas que tu souffrais autant. Tu n'as jamais rien dit. Je sais. Et c'était mon erreur. Je pensais que je vous protégeais, toi et Étienne. Mais en réalité, je vous ai fermé la porte. J'aurais voulu être là pour toi. » Camille a essuyé ses yeux. « Mais tu semblais si fermé. Chaque fois que j'essayais de parler, tu disais que tu allais bien. Chaque fois que je proposais de venir, tu disais que tu étais occupé. J'ai pensé que tu ne voulais pas de moi ici. Je voulais désespérément que tu sois ici. Mais je ne savais pas comment te le demander. Et puis le temps a passé, et ça semblait trop tard. Ce n'est jamais trop tard, a dit Camille doucement. Maman le dit dans sa lettre. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ils ont parlé pendant des heures. Vraiment parler, pas les conversations superficielles qu'ils avaient eues pendant 4 ans, mais de vraies conversations. Sur Sylvie, sur la douleur, sur les regrets, sur l'avenir. Camille lui a parlé de Claire, sa copine, et de comment elle avait eu peur de lui en parler parce qu'elle ne savait pas comment il réagirait. Il lui a dit qu'il voulait la rencontrer, que l'amour était l'amour, et qu'il voulait juste qu'elle soit heureuse. Elle lui a parlé de son travail dans une petite maison d'édition indépendante, de ses rêves d'écrire son propre livre un jour. Il a écouté, vraiment écouté, sans critiquer, sans donner de conseils non sollicités. Et il lui a parlé de sa solitude, de ses peurs, de comment il se sentait perdu sans Sylvie. Quand Camille est partie, vers 18 heures, elle l'a serré dans ses bras, fort, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma fille. » Après son départ, Alain s'est assis sur le canapé, épuisé mais d'une bonne façon. Un pont reconstruit, 1 sur 2. Il a pris le téléphone et a appelé Étienne. Cette conversation a été plus difficile. Étienne était plus distant, plus protégé. Mais Alain a persisté. Il a dit des choses qu'il n'avait jamais dites, qu'il était fier de lui, qu'il l'aimait, qu'il voulait faire partie de la vie de ses petits-enfants. Étienne a été sceptique au début, mais quand Alain a mentionné la lettre de Sylvie, quelque chose s'est adouci dans sa voix. « Je peux venir le week-end prochain avec Isabelle et les enfants, » a-t-il finalement dit. « On peut parler. J'aimerais beaucoup ça. » Les semaines suivantes ont été une période d'ajustement. Alain a commencé à aller à un groupe de soutien pour le deuil, quelque chose qu'il avait refusé pendant 4 ans. Il a rencontré d'autres personnes qui comprenaient la douleur, qui savaient ce que c'était de perdre un partenaire de vie. Il a rejoint un club de lecture au centre communautaire du quartier. Le premier livre qu'ils ont lu était L'étranger de Camus, et il s'est retrouvé dans des discussions animées avec d'autres membres débattant de la philosophie existentielle et du sens de la vie. Madeleine était aussi dans le club. Ils sont devenus amis, se retrouvant parfois pour prendre un café après les réunions. Elle ne parlait jamais trop d'elle-même, mais écoutait toujours, avec cette attention bienveillante qui l'avait aidée ce jour-là dans le jardin. Camille venait dîner 1 fois par semaine, parfois avec Claire. Alain aimait bien Claire, son énergie joyeuse, la façon dont elle faisait rire Camille. Il voyait comment sa fille s'épanouissait dans cette relation. Étienne est venu avec sa famille le week-end promis. C'était maladroit au début. Des années de distance ne disparaissent pas en un jour.
Mais Sophie et Lucas, ses petits-enfants, ont brisé la glace. Ils voulaient connaître leur grand-père, entendre des histoires sur Paris, sur leurs parents quand ils étaient jeunes. Alain leur a raconté des histoires sur Sylvie, comment elle riait si fort qu'elle en pleurait, comment elle dansait dans la cuisine en préparant le dîner, comment elle aimait les dimanches paresseux au lit avec un bon livre. Et en racontant ces histoires, il a réalisé que Madeleine avait raison. Sylvie n'était pas dans l'alliance, elle était dans ses souvenirs, dans ses histoires, dans l'amour qu'ils avaient partagé et qui continuait à travers leurs enfants et petits-enfants. Un mois après ce jour dans le jardin, Alain est retourné voir son médecin. Un vrai examen complet. L'irritation de la peau avait complètement disparu. Les vertiges aussi. Il dormait mieux, mangeait mieux. « Vous semblez en meilleure forme », a dit le médecin. « Qu'est-ce qui a changé ?»« J'ai enlevé l'alliance », a répondu Alain simplement. Le médecin a hoché la tête, comprenant. Parfois, les choses auxquelles nous nous accrochons sont exactement ce qui nous fait le plus de mal. C'était l'automne maintenant. Les feuilles tombaient dans les jardins du Marais, peignant les rues de rouges et d'or. Alain marchait plus, découvrait à nouveau la ville qu'il avait habitée toute sa vie, mais qu'il avait cessé de vraiment voir. Il s'est inscrit à un cours de cuisine au centre communautaire. Sylvie avait toujours été la cuisinière, et après sa mort, il avait survécu avec des plats préparés et des sandwichs. Maintenant, il apprenait à faire des coques au vin, des ratatouilles, des tartes tatin. Les autres élèves étaient un mélange varié, des jeunes professionnels voulant impressionner leurs dates, des retraités comme lui, cherchant de nouveaux hobbies, des célibataires fatigués de manger seuls. Ils riaient de leurs erreurs, célébraient leurs succès, partageaient leurs créations. Un soir, après le cours, une femme nommée Marie-Claude lui a demandé s'il voulait prendre un verre. Elle était veuve aussi, avait perdu son mari 2 ans auparavant d'un cancer. Ils ont parlé de perte, de deuil, de comment continuer. Ce n'était pas romantique, pas encore, peut-être jamais. Mais c'était de la compagnie, de la connexion humaine, quelque chose qu'il avait manqué pendant si longtemps. À l'approche de Noël, Alain a pris une décision. Il allait décorer l'appartement. Pas exagérément, mais suffisamment. Un petit sapin, quelques lumières, l'esprit festif. Sylvie avait toujours adoré Noël. Elle insistait pour tout décorer, pour cuisiner des plats spéciaux, pour réunir la famille. Et cette année, pour la première fois depuis sa mort, Alain ferait de même. Il a organisé un dîner de Noël. Toute la famille, Étienne, Isabelle et les enfants viendraient de Lyon. Camille et Claire seraient là. Il a même invité Madeleine et quelques personnes du club de lecture qui n'avaient pas de famille près d'eux. La préparation a été chaotique. Cuisiner pour tant de personnes était un défi. Mais Camille a aidé, Claire aussi. Et il y avait quelque chose de réconfortant dans le chaos, dans le désordre, dans la vie remplissant chaque coin de l'appartement. La veille de Noël, pendant qu'il cuisinait, Alain a pris l'alliance dans le tiroir. Il ne la portait plus, mais il ne s'en était pas débarrassé non plus. Elle était là, gardée avec soin. Il l'a regardée, faisant tourner le métal entre ses doigts. L'irritation de la peau avait complètement disparu. Son doigt était sain, et lui aussi était en bonne santé, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement. « Merci, mon amour », a-t-il murmuré à l'Alliance, à Sylvie, où qu'elle soit, pour 42 années merveilleuses, pour nos enfants, pour tout. Je vis maintenant comme tu me l'as demandé, et je sais que tu es heureuse pour moi. Il a rangé l'alliance et est retourné à la cuisine. Le jour de Noël, l'appartement débordait de monde, de rires, de conversations qui se chevauchaient. Sophie et Lucas couraient dans le salon. Étienne et Camille préparaient des boissons. Isabelle et Claire dressèrent la table. Madeleine et Marie-Claude du club de lecture discutaient du livre le plus récent. Et au milieu de tout ça, Alain. Pas le veuf en deuil, pas l'homme coincé dans le passé. Juste Alain, hôte, père, grand-père, ami, vivant. Pendant le dîner, Camille a proposé un toast. Elle a levé son verre et tous l'ont suivi. « Je veux porter un toast à papa », a-t-elle dit, la voix émue. « Pour avoir trouvé le chemin du retour vers nous, pour avoir eu le courage de vivre à nouveau,
pour nous avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et à maman, a ajouté Étienne, qui nous guide encore, même si elle n'est plus là. À Sylvie, on répétait tous en chœur. À Alain, a ajouté Madeleine. Pour avoir fait le choix le plus difficile, continuez. Alain a regardé autour de la table tous ses visages, sa famille, ses amis, sa vie. Et pendant un moment, il a juré sentir la présence de Sylvie là. Pas de façon fantomatique, mais comme une chaleur, une approbation, un amour qui transcendait la mort. Il faisait ce qu'elle avait demandé, il honorait sa mémoire en vivant, et c'était exactement le cadeau qu'elle voulait. Un an après ce jour, dans le jardin, Alain était sur le même banc. C'était un après-midi de printemps, soleil brillant, ciel bleu. Le jardin était plein de vie. Des enfants qui jouaient, des couples qui se promenaient, des personnes âgées qui nourrissaient les pigeons. Il était venu seul cette fois, juste lui et ses pensées. L'alliance était dans sa poche, mais pas à son doigt. Il n'avait jamais recommencé à la porter, mais il ne s'en était pas débarrassé non plus. C'était un rappel, pas une chaîne. Son téléphone a vibré, message de Camille. Le dîner ce soir tient toujours? Claire fait cette tarte que tu adores. Il a souri et a répondu « Parfait, j'apporte le vin ». Autre message, cette fois d'Étienne. « Papa, Lucas veut savoir s'il peut t'appeler après l'école pour parler de son projet de science. Tu as promis de l'aider. » « Bien sûr, je l'attendrai. » Il a rangé le téléphone et a regardé autour de lui. Ce jardin, ce banc, où tout avait changé. Il a pensé à Madeleine, qui continuait d'être une amie proche, au club de lecture, qui était maintenant une partie essentielle de sa semaine, aux dîners en famille, qui étaient réguliers et chaleureux, aux petits-enfants qui le connaissaient et l'aimaient vraiment. Il a pensé à Sylvie, qui ne cesserait jamais de faire partie de lui, mais qui ne le définissait plus. Et il a pensé à lui-même. Alain Moreau, 69 ans, veuf, père, grand-père, ami, vivant, ce n'était pas la vie qu'il avait planifiée. Ce n'était pas la vie qu'il voulait quand Sylvie était à ses côtés. Mais c'était une bonne vie. Une vie avec du sens, avec de la connexion, avec de l'amour. Et peut-être que c'était ça que vivre signifiait vraiment. Pas l'absence de douleur, mais le choix de continuer malgré elle. Ne pas oublier le passé, mais ne pas en être prisonnier. Il s'est levé du banc, prêt à rentrer chez lui, vers la vie qu'il avait construite, pierre par pierre, pont par pont. Et en marchant, il a pensé aux derniers mots de la lettre de Sylvie. « Fais-moi honneur en vivant pleinement. » Il le faisait maintenant, finalement. Vraiment, et où que Sylvie soit, il savait qu'elle souriait. C'est une histoire sur les recommencements, sur comment il n'est jamais trop tard pour choisir de vivre, pour reconstruire des ponts, pour retrouver la joie après une perte dévastatrice, pour tous ceux qui portent un poids trop lourd, qui s'accrochent à des objets qui les blessent, qui ont construit des murs quand ils auraient pu construire des ponts, il n'est pas trop tard. L'alliance d'Alain était littérale, mais nous avons tous nos alliances métaphoriques. Des choses, des personnes, des souvenirs, des habitudes qui nous enchaînent au passé, qui nous empêchent de vivre dans le présent. Et parfois, nous devons avoir le courage de les enlever. Pas pour oublier, mais pour respirer. Pas pour nier le passé, mais pour l'honorer vraiment en vivant. La vie continue. Et vous méritez de continuer avec elle. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy, de laisser un like et de me dire en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence. À bientôt pour une nouvelle histoire.